Bonsoir les amis, les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, j'ai pu résoudre le problème pour la partie 3. Je ne prends plus le risque de filmer avec le téléphone portable parce que vous avez vu le chichi que ça a fait, le commerce et tout. J'ai dû refilmer depuis l'ordinateur via le téléphone portable afin que dans l'ordinateur il y ait les vidéos qui aillent dedans. Je sais pas pourquoi sur iTunes j'arrive pas à piquer les vidéos ni les images, et ni en prenant, vous savez, dans le dossier des CIM et puis Apple Photo, ben ça marche pas non plus, ça mec, c'est illisible. Et ça pour toutes les vidéos et puis toutes les photos aussi. Et je trouve ça vraiment très bizarre. Bref, je réglerai le problème avec un informaticien, je crois que c'est encore le plus simple. Voilà, alors je vais assez passer rapidement au sujet de la partie 3, la guerre du Vietnam, parce que je vous cache pas qu'elle va quand même durer, je pense, bien 45 minutes à 50 minutes. Voilà. Et puis j'espère en tout cas, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des vues le matin même de la diffusion des vidéos, donc ça en fait beaucoup plaisir. Ma foi, désolée pour les circonstances de comme c'est filmé, mais bon, au moins vous entendez ce que je dis, vous comprenez ce que je dis, et puis voilà. Puis vous me voyez quand même, ma foi, en petit sur un téléphone, mais c'est mieux que rien. Voilà. En tout cas, ce problème-là, il se reproduira plus, un problème de régler. C'est tout comme les problèmes de mémoire que j'ai eu, ça aussi, c'est réglé. Alors, on va directement commencer, enfin continuer, et puis aller directement au sujet. Alors, suite donc de la guerre du Vietnam, partie 3. Donc j'en étais resté au procès américain du massacre de My Lai. Alors, c'est en fait la suite du chapitre du livre noir. Voilà, pour être précise. Ouais, c'est un peu dur de reprendre en cours de route, mais vu que vous venez de finir de voir la partie 2, vous arrivez à suivre parce que vous voyez la partie 3. Voilà. Alors, j'y vais, hein, parce que ça va durer un moment quand même. En 1969, il apparaît que le lieutenant William Calley, chef de section du Vietnam, a conduit un massacre de civils vietnamiens, y compris de jeunes enfants, à My Lai en mars 1968. Ce crime de guerre fut stoppé lorsque Hugh Thompson, chef d'équipe d'un hélicoptère d'observation, remarque le carnage et intervient avec ses coéquipiers pour arrêter le massacre. Bien qu'il soit incarcéré, Calley ne reçoit qu'une sentence légère à son procès en cour martiale en 1970 et est ensuite gracié par le président Richard Nixon. L'opinion publique américain pense que ce massacre est unique ou une exception, mais en 2001, le journaliste Nick Turse a trouvé dans les US National Archives les dossiers d'un groupe de recherche secret, le Vietnam War Crimes Working Group, qui montrait que l'armée américaine avait trouvé les preuves de plus de 300 meurtres, viols ou tortures commis par des soldats américains. Parmi eux, on compte une série de massacres l'année précédente dans la même région de Quang Ngai pendant 7 mois. Mais on peut aussi ajouter aux crimes américains ceux du corps expéditionnaire sud-coréen ou sud-Vietnam, comme le massacre de Phong Nai et Pong Nait, antérieur au Vietnam entre 1965 et 1973. En février 1966, un millier de civils vietnamiens auraient été tués en 3 semaines, dans ce qui sera appelé massacre de Bin An.
135 femmes, enfants et vieillards sont massacrés à Hai Mai les 15 février 1900. C'est eux qui ont fait une erreur. Le 15 février 1968. En tout, selon une enquête publiée dans un journal sud-coréen en mars 2016, 9000 civils sud-vietnamiens ont été tués en 80 massacres durant toute cette guerre. Par l'armée sud-coréenne. Le gouvernement sud-coréen continue de nier ces crimes. Dans les opinions européennes, ces crimes avaient suscité des remous au-delà des partis communistes. En novembre 1966, des personnalités telles que Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Laurent Schwartz, Gisèle Halimi se concrétèrent pour constituer un tribunal d'opinion, le tribunal Russell, que le premier présidait. Ce tribunal se voulait l'héritier de celui de Nuremberg, même s'il n'en avait pas la même valeur juridique du fait de l'absence de toute sanction prise contre des accusations dûment nommées. Bertrand Russell en expliqua par écrit la nécessité comparative. En 1967, 2 sessions furent organisées, la première du 2 au 12 mai à Stockholm en Suède, la seconde du 28 novembre au 1er décembre à Roskilde au Danemark. Le 10 mai, les États-Unis y furent condamnés à l'unanimité pour agression sur la base des critères de la loi internationale, bombardement délibéré, systématique et à une grande échelle d'objectifs purement civils, puis le 1er décembre pour génocide. Dean Rusk fut invité pour la première session à venir représenter la défense des États-Unis, mais il répondit: « Je n'ai pas envie d'aller faire joujou avec un vieillard d'anglais de 94 ans. » Après recueil et vérification des témoignages, les jurés découvrirent qu'au nord des frappes aériennes de populations civiles, femmes, enfants et vieillards n'étaient pas simplement dues à une criminelle négligence, mais à un choix délibéré. On le fait exprès. Des bombes à billes ont été utilisées au dire même du Pentagone. Or, d'après l'enquête d'un membre du tribunal, Jean-Pierre Vigier, et contrairement aux assertions du Pentagone, elles étaient inefficaces contre des objectifs stratégiques. Elles ne peuvent servir qu'à tuer des gens dans un énorme rayon. En ce qui concerne le Sud, on brûle des villages, soumet la population à des bombardements massifs et délibérément meurtriers, on tire sur le bétail, on détruit la végétation par des défoliants, on ruine les cultures par des épandages toxiques, on mitraille au hasard et partout on tue, on viole, on pile. Cela, c'est le génocide au sens le plus rigoureux. Autrement dit, l'extermination massive. Violent, hein? Le parallèle entre crimes vietnamiens et américains était par ailleurs d'emblée, en novembre 1966, rejeté par Jean-Pierre Sartre. Je refuse de mettre sur le même plan l'action d'un groupe de paysans pauvres, traqués, obligés de faire régner dans leur rang une discipline de fer, et celle d'une armée immense soutenue par un pays sud-industrialisé de 200 millions d'habitants. Et puis, ce ne sont pas les Vietnamiens qui ont envahi l'Amérique et qui ont fait pleuvoir un déluge de feu sur un peuple étranger.
Pendant la guerre d'Algérie, j'ai toujours refusé de mettre en parallèle le terrorisme à la bombe qui était la seule arme des Algériens et les actions et exactions d'une riche armée de 500 000 hommes occupant tout le pays. C'est la même chose au Vietnam. Sur ce point, Ralph Schoenman, secrétaire de Bertrand Russell, rapporta que Lord Russell jugeait cela inutile, comme s'il s'agissait de traîner en justice les Juifs du ghetto de Varsovie pour leur soulèvement contre les nazis. D'après Gérard Chaliand, les populations civiles au nord étaient systématiquement bombardées dans le but de les terroriser et de les pousser à faire directement ou indirectement pression sur le gouvernement de la RDV pour l'amener à composer. En 1975, dans sa chanson Un air de liberté, Jean Ferrat évoquera un génocide vain perpètre au Vietnam. D'après l'historien des États-Unis, Pierre Mélandry, au nord comme au sud, les bombardements américains tuaient 2 civils pour 1 militaire. Pertes aériennes durant la guerre au Vietnam. Concernant les pertes aériennes nord-vietnamiennes, 202 MiG furent abattus en combat aérien par 174 avions américains entre avril 1965 et janvier 1973. Voici les pertes des aéronefs des forces armées des États-Unis. Ces chiffres impressionnants sont à relativiser par rapport au nombre de sorties correspondant à un taux de perte de 0,1%. Toutefois, lors des bombardements de Noël 1972, ils perdirent de manière inattendue 81 avions, soit près du quart de leur flotte aérienne en Asie du Sud-Est. Concernant les hélicoptères, utilisés pour la première fois à très grande échelle dans un conflit, un total de 11 894 engins américains ont été engagés durant cette guerre, avec un maximum instantané de 2850 en 1968. Le nombre de pilotes d'hélicoptères tués ou disparus s'élève à 2181, dont 1905 pour l'US Army. Si l'on ramène les hélicoptères abattus par l'action ennemie au nombre de sorties, on obtient un ratio de 1 pour 18 000. Pertes financières. Les opérations entre 1965 et 1975 ont coûté aux États-Unis 111 milliards de dollars américains. En dollars courants, 686 milliards de dollars, valeur 2008, soit 716 milliards de dollars, valeur 2011, soit un maximum de 2,3% de leur produit intérieur brut. Le budget de la défense de ce pays a atteint un maximum de 9,5% de leur PIB durant cette période. Mais d'autres sources, qui comprennent sans doute les années Kennedy, vont jusqu'à 150 milliards de dollars. Critique et analyse. La guerre du Vietnam est très critiquée par les opinions publiques mondiales et domestiques. La nouvelle gauche et certains vétérans anti-guerre américains considérant cette guerre comme impérialiste. À cause de cette guerre, beaucoup d'idées socialistes et révolutionnaires sont reprises par les partis politiques classiquement à un niveau jamais vu depuis les années 1930. La guerre
génère le plus fort mouvement anti-guerre de l'histoire des États-Unis, mettant fin à la conscription. Beaucoup de jeunes Américains qui rejetaient l'hypocrisie d'une démocratie dont étaient exclus selon eux les Afro-Américains et les populations non blanches du tiers-monde, deviennent anti-impérialistes. Raymond Aron explique qu'à la différence des Français en Indochine de 1946 à 1954, les Américains ne défendent pas un empire mais un régime anticommuniste dans le cadre de la guerre froide au Sud-Vietnam, dans une stratégie de containment et conformément à la théorie des dominos. Et il précise qu'il n'y a pas non plus pour les Américains d'enjeux économiques de défense d'entreprises privées nationalisées par l'ennemi. Selon l'historien Mark Atwood Lawrence, alors que le monde se divise en deux blocs idéologiques antagonistes, la guerre du Vietnam apparaît être connectée à la lutte mondiale entre le capitalisme démocratique et le communisme international. Les historiens Mary-Ann Heiss et Peter L. Hahn ont un avis similaire, disant qu'alors que le pays lui-même ne signifiait pas grand-chose d'un point de vue stratégique ou économique, pris indépendamment, le Vietnam et est devenu partie d'un conflit bien plus large que les forces du capitalisme et du communisme menaient entre elles. Pourtant, tout au début du conflit, en juillet 1956, lors d'une réunion à Seattle des gouverneurs d'État, Eisenhower expliquait, par des raisons indirectement économiques, son encouragement au refus des élections prévues par les accords de Genève qui entraîneraient la victoire écrasante 80% des communistes. Les USA veulent garder leur mainmise économique sur les richesses du pays. Supposons que nous perdions l'Indochine. L'étain et le tungstène auquel nous attachons tant de valeur dans cette région cesseraient de nous parvenir. Aussi, quand les États-Unis votent 400 millions de dollars pour soutenir cette guerre, ce n'est pas en pure perte. Nous votons pour le moyen le moins onéreux de protéger notre sécurité et notre pouvoir d'obtenir certaines richesses des territoires d'Indochine et du Sud-Est asiatique qui nous sont nécessaires. Je bois juste un coup, excusez-moi. L'intellectuel Noam Chomsky dénonce la collusion entre le capitalisme et l'impérialisme via le complexe militaro-industriel qui est selon lui le seul à tirer profit de la guerre, comme évoqué par Lénine dès 1916, précise-t-il. Pour lui, la guerre du Vietnam est un échec politique car le conflit devient un symbole pour les pays en voie de développement de la résistance à la politique des États-Unis et a créé une opposition politique intérieure très forte. Et l'échec est aussi économique, la guerre ne créant aucun gain et accentuant le déclin économique. James Petras et Robert Rhodes ou John Pilger, autres auteurs anti-impérialistes, considèrent cependant qu'au long terme, la victoire vietnamienne a été une victoire à la Pyrrhus. Le coût humain
de la guerre étant exorbitant pour le Vietnam et les États-Unis, reprenant, selon eux, leur contrôle impérialiste sur tous les pays, même les plus nationalistes, après la chute du communisme et recolonisant le Vietnam. Pour certains observateurs, tels que Gérard Chaliand, qui se rendit au Nord-Vietnam en octobre et novembre 1967, la résistance de la RDVN au bombardement américain devait beaucoup à la voie marxiste choisie par le pays depuis le début des années 1950, une voie tout à la fois nationale et sociale. Les investissements massifs dans l'éducation et la santé à l'échelle du pays, sous l'autorité d'un parti communiste d'avant-garde, ont permis de limiter les pertes humaines et matérielles, puis de souder la population. Toujours selon lui, ce qui manqua aux Américains fut une véritable réflexion sur le communisme. Très marqué par l'idéologie anticommuniste, c'est-à-dire une idéologie nourrie de la méconnaissance de l'idéologie de l'adversaire, les Américains n'avaient pas, dans l'après-guerre et durant les années 50, de pensée politique, de la puissance et de la clairvoyance de Raymond Aron, capable de combattre les communistes à partir du marxisme en sachant faire à sa façon la distinction entre sociologie marxiste et idéologie marxiste. Ils étaient en quelque sorte imprégnés par ce qu'on a longtemps appelé en France l'anticommunisme primaire, mentalité qui était déjà dénoncée en 1955 dans le roman britannique de Graham Greene, Un Américain bien tranquille, et interdit à sa sortie aux États-Unis. 3 ans après la fin de la guerre, Laurent Schwartz et Madeleine Rebériou écrivent dans Le Monde. Alors que Calcutta est un hôpital dans la rue, les enfants vietnamiens sont souriants, correctement nourris, correctement chaussés. 40 ans après la fin de la guerre, The Guardian, dans un dossier d'analyse de fond sur la société vietnamienne, considère qu'en dépit d'avoir perdu la guerre, les Américains et leurs alliés sont revenus avec les armes encore plus puissantes de la finance, forçant les Vietnamiens à prendre une route qu'ils n'avaient pas choisie. 3 décennies après que les communistes ont émergé vainqueurs de la guerre, et maintenant le Vietnam, je m'excuse, ça c'est pas très bien aligné les lignes, excusez-moi pour les petites fautes d'élocution. Alors je reprends. 40 ans après la fin de la guerre, The Guardian, dans un dossier d'analyse de fond sur la société vietnamienne, considère qu'en dépit d'avoir perdu la guerre, les Américains et leurs alliés sont revenus avec les armes encore plus puissantes de la finance, forçant les Vietnamiens à prendre une route qu'ils n'avaient pas choisie. 3 décennies après que les communistes ont émergé vainqueurs de la guerre, le Vietnam est maintenant membre pleinement intégré de l'économie capitaliste globalisée. L'Ouest a finalement gagné.
Le constat est partagé par The Economist, qui montre en plus les différences de développement économique entre le Nord en retard et le Sud qui prospère. Par ailleurs, en juin 2015, des sondages du Pew Research Center donnent 78% de la population vietnamienne ayant une opinion favorable des États-Unis et 71% favorable à leur stratégie militaire de pivot vers l'Asie. Conséquences de la guerre au Vietnam. Divisé depuis 1954, le Vietnam est réunifié de la frontière de Chine à la pointe de Camo, le 2 juillet 1976 pour créer la République socialiste du Vietnam. Saigon est renommé Ho Chi Minh Ville en l'honneur du précédent président de la RDVN. En plus du problème prioritaire et urgent du ravitaillement résolu par Madame Nguyen Thi Binh, signataire des accords de paix de Paris au nom du Front national de la libération du sud du Vietnam, il y a eu le problème d'une catastrophe sociologique sans précédent pour une population rurale agglutinée dans des villes de garnison depuis 1946, vivant d'une économie des poubelles, des déchets, des armées et des fournitures militaires dont le marché aux voleurs était célèbre avec les drogues et la prostitution tout autour. De 1975 à 1982, 65 000 personnes sont exécutées au Vietnam et plus d'1 million sont envoyées en camps de rééducation ou dans les nouvelles zones économiques. Leurs biens personnels, habitations, commerces, entreprises, terres sont confisqués pour une période plus ou moins longue. Les plus grandes conséquences sur le développement sud-est asiatique est le fait que les plus grands cerveaux du Vietnam, le Vietnam était très développé ayant la guerre et fui aux États-Unis avec les Américains et était décimé, envoyé dans des camps de rééducation par les communistes. Du peu d'intellectuels qui ont survécu à la catastrophe, très peu ont pu trouver un travail car une bonne partie d'entre eux étaient contre le gouvernement communiste qui les a par conséquent privés de travail. Conséquences de la guerre, exil et diaspora. Une partie des réfugiés de 1975 était l'élite du régime de Saigon, partie en avion avec les derniers personnels américains. Les réfugiés de 1980 étaient de petits gens fuyant la troisième guerre d'Indochine et les difficultés économiques de pays dévastés par des guerres depuis 1946. Au total, 3 millions de personnes quittent la péninsule indochinoise entre 1975 et 1997, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus d'1 million de Sud-Vietnamiens fuient le pays à bord d'embarcations de fortune. Le nom de Boat People, Boat c'est le bateau si jamais, pour ceux qui ne savent pas forcément l'anglais, n'ayant pas survécu, est estimé par le Haut Commissariat entre 200 000 et 250 000. Les Sud-Vietnamiens
qui ont fui leur pays constituent une force économique aux États-Unis et ailleurs. Depuis les années 1990, la diaspora vietnamienne contribue à redynamiser l'économie du pays. Conséquences de la guerre au Cambodge. Les exactions du régime Khmer Rouge, 1,7 million de victimes, soit 21% de la population, découlent directement de la guerre civile qui fit rage au Cambodge dans les années 1970, ce dernier conflit étant à relier à la guerre du Vietnam. Et voilà les conséquences de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Après la découverte du Vietnam, le commandement militaire américain considéra que les armées américaines n'étaient pas adaptées pour ce type de conflit et qu'il était nécessaire de se concentrer sur des guerres plus conventionnelles, notamment en se préparant à l'affrontement contre l'Union soviétique. L'expérience contre-insurrectionnelle acquise sur place fut rapidement oubliée. La guerre du Vietnam a également participé à l'émergence du Post-Traumatic Stress Disorder dans le milieu du Vietnam Veterans Movement. Le Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, intervient dans le milieu des vétérans de la guerre du Vietnam. L'un des premiers intervenants de ce nouveau diagnostic est Chem Chatan, un psychiatre et psychanalyste new-yorkais qui a étudié la médecine à l'université McGill à Montréal. Son travail l'a amené à côtoyer des anciens combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Je bois juste un coup. Chem Chatan cherche à voir Robert Lifton, psychiatre new-yorkais, qui en 1970 est professeur à Yale. Lifton a publié un ouvrage sur les victimes de la bombe atomique d'Hiroshima et était psychiatre durant la guerre de Corée. Il est l'une des personnalités éminentes du mouvement antinucléaire et veut alors rallier à sa cause les adversaires de la guerre du Vietnam, actifs depuis des années. L'organisation sera baptisée Vietnam Veterans Against the Wars, VVAW. Chatan et Lifton rencontrent alors quelques anciens combattants du Vietnam dans le début de l'année 1970. Ils mènent ensemble des rap groupes de parole, dans lesquels les anciens combattants parlent de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, ainsi que des problèmes qu'ils rencontraient depuis leur retour. Les anciens combattants leur ont raconté qu'ils passaient beaucoup de temps à causer ensemble de la guerre et de leur vie depuis qu'ils étaient revenus, relate Wilbur Giscott, historien, pour expliquer le nom donné à cette nouvelle forme de groupe qui va bientôt se répandre dans tous les États-Unis. Les deux psychiatres et d'autres collègues experts en la matière introduisent leur expérience de thérapie collective dans ces rap groupes. Cependant, leur expérience psychiatrique se heurte simultanément à une résistance. C'est Chatan et Lifton qui initient un nouveau diagnostic. Jusqu'à cette époque, en effet, les affectations
les affections, des anciens du Vietnam étaient expliquées par la présence antérieure de conflits psychiques et par une mauvaise prédisposition constitutionnelle. Elles n'étaient donc pas envisagées comme des problèmes provoqués par la guerre du Vietnam et n'étaient pas intégrées dans les prestations du département des anciens combattants. Cet état, de fait, donne lieu à une offensive stratégique d'un groupe composé de psychiatres, thérapeutes, anciens combattants du Vietnam et une assistante sociale du nom de Sarah Haley, en vue d'établir un diagnostic qui prenne en compte de façon adéquate les symptômes des vétérans, mais qui soit également applicable à d'autres catastrophes. Cette approche doit permettre aussi d'impliquer le département des anciens combattants dans le remboursement des lésions psychiques dues à la guerre. Le groupe fait alors avancer sa cause en la portant sur la scène publique au moyen de tables rondes, conférences, émissions de radio, publications et études, mais aussi devant la commission de révision de l'Association américaine de psychiatres APA, qui publie le manuel diagnostic DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. C'est une manœuvre scientifique qui se relève la plus fructueuse. Le groupe et d'autres compagnons de route créent le Vietnam Veteran Working Group, groupe de travail sur les anciens combattants du Vietnam, qui se donne pour mission d'élaborer cette nouvelle catégorie de diagnostic. Le décentrement du regard de ses principaux membres est essentiel dans ce projet de création et catégorie psychiatrique. Indépendamment l'un de l'autre, Chem Chatan et Sarah Haley trouvent une nouvelle interprétation des pathologies des anciens combattants. Les effets de la guerre en Chine. La Chine a profité de l'après-guerre pour s'emparer du territoire longeant la frontière entre la Chine et le nord du Vietnam, ainsi qu'une partie des îles dont le sous-sol regorge de pétrole. Voilà. En fait, j'en ai terminé pour l'exposé. Je vous avais dit à peu près 40 minutes, on en a 38. Je suis contente d'avoir terminé, je suis fière de moi, ça s'est bien terminé. Et comme vous le savez, j'ai une dernière image à vous montrer que vous n'avez pas vue. Voilà. Donc celle-là, vous l'avez pas vue, donc je vous la montre. J'avais marqué à montrer à la partie 2. Je ne savais pas que ça se chevaucherait sur 3 parties. Voilà, on voit les soldats. Voilà, c'est quand même émouvant tout ça, hein. Ça c'est sûr. Et pour terminer mon exposé, je pensais faire une petite minute de silence en allumant une bougie en mémoire de cette victime innocente. Comme vous le savez,
je suis très vouée à faire des hommages. Donc, on va faire une petite minute de silence ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les bougies. Alors, je vais les soulever. Et une pensée à toutes ces pauvres victimes décédées. Et je vais réduire la lumière. Voilà. Donc, une petite minute de silence. Voilà. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc là, ça fait un peu plus d'une minute. Je vais souffler ces 2 bougies en faisant une petite prière. Reposer en paix, RIP. Je suis désolée pour toutes ces personnes innocentes qui sont décédées lors de cette atroce guerre. Reposez en paix et que les anges vous protègent. Voilà. Pour de tels sujets, je trouve un peu normal de faire une petite prière. Il n'y a pas besoin de faire partie d'une religion. Ça peut être une petite prière, d'avoir une petite pensée, ou tout simplement, voilà, une minute de silence juste pour se remémorer un instant cette guerre. Maintenant, pour que je vous ai tout récapitulé dans les moindres détails, cette atroce guerre qui a eu lieu, malheureusement, comme beaucoup d'autres, hein, évidemment. En tout cas, je vous remercie de votre coopération parce que je sais que vous aurez fait la minute de silence. J'en suis sûre. Je sais que j'ai 305 abonnés. C'est pas non plus énorme, c'est pas non plus rien. C'est mieux que rien. Mais je sais que vous êtes 305 super abonnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà. Alors, le sujet de la guerre du Vietnam est clos. Comme vous le savez, le prochain sujet qui devait être fait cette semaine, mais faites-moi confiance, il est préparé, je vous le fais demain, durera un peu moins long. C'était, c'est sur les avantages, inconvénients d'un iPhone par rapport à un smartphone et vice versa. Donc, c'est pas droit ça que j'ai trouvé sur Internet en faisant mes recherches, mais j'ai trouvé quelque chose de très bien qui explique à peu près la même chose, voilà quoi.
Donc, bien sûr, le sujet sera plus court pour combler un petit peu le manque où il n'y a pas forcément du texte autant qu'un sujet tel que la guerre du Vietnam. Je vous défilerai des photos de téléphone. Je sais pas, un peu genre publicité, non, même pas, quoi. Voilà, pour vous montrer les premiers iPhones, comment ils étaient, bien que la plupart de vous le savent, mais le savez, pardon. Mais la même chose pour un smartphone, mais voilà, c'est aussi un petit peu pour défiler des images et aussi d'autres petites images concernant tout ça, quoi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, mes amis, mes abonnés, ça fait 45 minutes. Je vous avais dit quoi, entre 40 et 50 minutes. Je m'étais pas trompée. Je suis contente d'avoir trouvé une solution beaucoup plus simple que de filmer depuis mon téléphone portable. Certes, c'est aussi très bien par le téléphone portable, mais par l'ordinateur directement, bon, en l'occurrence, là, vous pouvez pas le voir, c'est un ordi qui filme. Mais c'est beaucoup plus simple parce qu'après, je peux le câbler. J'ai le câble derrière d'Internet. Et pour diffuser sur YouTube, alors ça va 3 fois plus vite. Cette vidéo-là, elle sera en ligne encore cette nuit, quoi. Encore durant le cours de la nuit, quoi. Voilà, je me réjouis de vous retrouver demain sans faute, alors, pour le sujet que je viens de vous énumérer. Et puis, n'oubliez pas de liker ma vidéo, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau, etc. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de votre patience que vous avez eue quant à ce sujet compliqué quand même pour moi, mais qui était aussi compliqué au niveau informatique. Voilà, c'était compliqué dans les deux sens. Mais c'est aussi en forgeant que l'on devient forgeron, comme on dit. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Et moi, je persévère, je ne veux pas m'arrêter. J'aurais pu dire, ouais, merde, ça n'a pas marché, j'abdique, je fais un message général sur mon Natel. Ouais, Natel, c'est en Suisse, c'est une marque. Sur mon téléphone portable, comme quoi il y a eu un problème pour la diffusion de la guerre du Vietnam et que j'ai tout supprimé et que j'abdique le sujet. Non, je suis allée jusqu'au bout. Ma foi, je suis désolée pour la partie 1 et partie 2 qui sont filmées, comme vous l'avez pu le voir. Je vais pas me répéter. Mais au moins, voilà, vous avez l'essentiel et vous l'entendez tout, quoi. Après, c'est pas grave si je suis filmée une fois à travers un petit écran de Natel au lieu d'un bel écran comme ici. Voilà, ou alors d'un bel écran de Natel, mais en normal, quoi. Pas en étant refilmé d'une vidéo. Voilà, mais je vais quand même résoudre le problème là avec mon téléphone portable. Pour les tunes, j'ai un problème. Si vous voulez peut-être me conseiller de ce que ça pourrait être, je vous ai déjà donné mon adresse email. Je vous la redonne. N'hésitez pas à m'écrire puisque vous pouvez pas me mettre de commentaires. Et là, apparemment, c'est une question de nombre d'abonnés. Parce que moi, j'ai pas bloqué les commentaires, mais je peux pas les activer non plus. Donc, si vous voulez me donner un coup de main, peut-être me conseiller pourquoi depuis le DCIM, je ne peux pas ouvrir, que ça fait une erreur, c'est urfer, urfer 10 @gmail.com. Alors, je vous en serais très reconnaissante à quelqu'un qui peut me filer un coup de main. Ce serait vraiment sympa que je sois quitte de passer par l'informaticien et tout, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse, les amis, les potos, les abonnés. Je vous aime fort, même si je ne vous connais pas. Et je vous souhaite, comme d'habitude, soit une bonne matinée.
une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain, bon, il n'est pas encore passé minuit, je vous dis à demain vendredi soir pour la vidéo avec les iPhones et smartphones qui est déjà préparée. Voilà, mais qui n'est pas encore filmée. Voilà, la nuance. Alors, allez, ciao, je vous adore. Bisous, vos tutubeuses, affectueusement, Sandrine.